France Info, midi 14h, Frédéric Carbone. Dans cette pandémie planétaire, un cap est franchi aujourd'hui, plus de 100 millions de doses de vaccins administrées. Mais au-delà de ce chiffre, quelles inégalités! Les 2/3 des doses pour les pays les plus riches. Et au sein de ces nations, de grandes différences. En Israël, plus d'un tiers de la population déjà vaccinée. Dans l'Union européenne, un peu plus de 2%. Et pour le nombre de vaccinations, la France, dans la moyenne de l'Union, 1,5 million de doses. D'où la question, l'arrivée progressive de nouveaux produits est-elle la réponse à ces risques de pénurie? La France doit dire cet après-midi si elle homologue le vaccin AstraZeneca, a priori pour les personnes de moins de 65 ans. Les premières vaccinations devraient avoir lieu dans les 15 jours, estime Alain Fischer, le président du Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale. Je pense que c'est aux alentours de la mi-février. Un point important sur ce vaccin, c'est que ses conditions de transport et de conservation sont beaucoup plus simples que celles des vaccins ARN qui sont utilisés jusqu'à présent. Et donc, cela devrait permettre que les médecins généralistes et les pharmaciens puissent vacciner. Alors derrière, il y a un autre vaccin fondé aussi sur un vecteur adénoviral, comme on dit, de la société Johnson & Johnson, donc qui devrait pouvoir être disponible, j'espère, courant du mois de mars. Il y a un autre vaccin ARN, la société CureVac, qui est une société allemande, et on peut espérer là aussi, courant du printemps, que ce vaccin vienne disponible. Il y a des précommandes qui ont été faites. Et enfin, il y a un troisième vaccin qui est le vaccin de la société Novavax. Les premiers résultats ont été divulgués aussi il y a quelques jours et ils sont très bons, 89% de protection. Et donc l'Europe aura un peu de ce vaccin aussi quelque part au printemps. Voilà, les vaccins qui arrivent en Europe, comment les distribuer? Je vous présente nos invités. Bonjour Pauline Londex. Bonjour. Vous êtes une porte-parole de l'Observatoire de la transparence dans les politiques du médicament. Et bonjour à vous Gilles Bonnefond. Bonjour. Vous êtes le président de l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine. Ça y est, Gilles Bonnefond, au moins avec ce vaccin AstraZeneca, vous allez être dans le dispositif, vous allez pouvoir vacciner vous-même les pharmaciens dans les 15 jours? Oui, c'est une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle pour les Françaises, pour les Français, d'avoir des vaccins à proximité et pouvoir se faire vacciner par un professionnel de proximité qu'ils connaissent, que ce soit le pharmacien, le médecin ou éventuellement l'infirmier, et de pouvoir le faire dans de bonnes conditions, comme on l'a fait pour la grippe pendant toute cette saison. On a vacciné 3,7 millions de Françaises et de Français et en une semaine, 1,4 million. Donc on voit que la capacité de vaccination par le réseau officinal permet d'avoir des objectifs qui sont ambitieux et tenables avec les objectifs du ministre de la Santé qui veut vacciner le maximum de Français avant l'été. Et vous savez d'ores et déjà de quelle manière vous serez approvisionné? Vous pourrez stocker dans les officines? Ça, c'est l'enjeu, j'imagine, des jours qui viennent, pouvoir prévoir, anticiper, savoir exactement. Oui, on travaille avec les grossistes répartiteurs qui nous approvisionnent tous les jours. La conservation du vaccin est une conservation de chaîne du froid classique, entre 2 et 8 degrés, donc un frigo comme on les a dans les pharmacies et également chez les grossistes répartiteurs. Donc ce qui est important, c'est de pouvoir réserver des rendez-vous, avoir des rendez-vous suffisamment à l'avance pour pouvoir avoir des doses et ne pas déprogrammer des rendez-vous. Donc c'est ce qu'on est en train de travailler avec les services du ministère de la Santé, les logisticiens, pour monter en puissance, puisque bien évidemment, personne ne pourra garantir la vaccination de tous les Français par AstraZeneca au mois de mars. On n'a pas assez de doses, donc on montera progressivement. Et donc, je le disais, a priori, ce vaccin, en tout cas dans d'autres pays européens et sans doute en France, pour les personnes de moins de 65 ans, on a des doutes sur l'efficacité pour les personnes plus âgées, mais que les gens ne se disent pas, on va pouvoir très vite y avoir accès. A priori, on l'entendait dans le journal de midi, Gilles Bonnefond, au début, ça sera réservé au personnel soignant de moins de 50 ans? Alors, la première vague, les 400 000 premières doses qui devraient arriver juste la deuxième semaine de février, vont être réservées au personnel hospitalier et des établissements pour pouvoir vacciner et protéger les professionnels de santé. La seconde vague qui arrivera fin février, 750 000 doses, on attend l'avis de la Haute Autorité de Santé pour voir quelle est la population cible qu'il faut privilégier. Ce sera certainement les moins de 65 ans en raison de la nature du vaccin qui est efficace mais dont la réponse est plus forte chez les personnes qui ont un système immunitaire qui fonctionne plutôt que chez les personnes âgées où le système immunitaire est un petit peu plus difficile à stimuler. Donc voilà, on va attendre les recommandations. Donc dans les officines, pas avant mars très probablement. Compte tenu de ce que vous dites, c'est plutôt horizon mars que mi-février, vu les priorités. Oui, plutôt fin février, début mars.
on va commencer à organiser des prises de rendez-vous, on va voir les volumes et on va adapter le flux de doses à l'endroit où on a des besoins et comme ça on arrivera à gérer la montée en charge. Ce vaccin, il a une petite particularité, c'est que c'est un flacon de 10 doses. Et donc quand on commence à prélever dans ce flacon, il faut le faire dans un délai assez rapide pour éviter les risques de contamination. Ce qui veut dire qu'il faut prendre des séries de rendez-vous, de 10 rendez-vous. C'est que le médecin, s'il veut vacciner, il faudra qu'il consacre une matinée ou une après-midi à la vaccination. Les pharmaciens, pareil, dès qu'on commence à vacciner, il faut qu'on ait une série de rendez-vous dans l'espace de confidentialité pour pouvoir utiliser le vaccin dans un délai rapide. Donc pas les mêmes contraintes de stockage que ceux disponibles pour le moment, mais d'autres précautions à prendre. Vous disiez le volume de vaccins disponibles. Pauline Londex, avec ce vaccin AstraZeneca, c'est un peu le cœur du problème parce que finalement, il y en aura un peu plus que ce qu'on redoutait il y a quelques jours, mais moins que ce qu'AstraZeneca avait dit aux pays européens. C'est quoi le problème là-dedans? C'est un problème de contrats non respectés, de manque de transparence justement dans ces contrats? Alors c'est un problème de ces différents éléments que vous énumérez, mais plus généralement c'est un problème du fait qu'on laisse au secteur privé, et notamment en ce cas-là à AstraZeneca ou à Pfizer Moderna, toute la latitude, c'est comme si on leur faisait un chèque en blanc pour faire absolument tout ce qu'ils veulent, c'est-à-dire que on n'a absolument pas réfléchi au niveau des pays de l'Union européenne, au niveau français, à par exemple il y a 1 an ou il y a 6 mois, au moment, alors que ces vaccins étaient encore en cours de développement, à comment on pourrait les produire au niveau national de façon publique, ou en tout cas comment on pourrait pallier à d'éventuelles ruptures de doses et d'approvisionnement comme c'est le cas aujourd'hui. On aurait pu prendre certaines mesures en amont et on ne l'a pas fait. C'est ça qu'on peut vraiment regretter aujourd'hui. Donc là aujourd'hui on est obligé de malheureusement faire confiance complètement à AstraZeneca qui doit respecter son contrat et qui visiblement ne le fait pas. Oui, mais on ne peut pas obliger à faire respecter au moins le contrat, même si on ne peut pas, il y a des choses qui n'ont pas été faites, mais faire respecter le contrat, ça paraît quand même assez naturel. Alors, faire respecter le contrat, bien sûr qu'on peut, mais est-ce que ça permettra d'obtenir des doses de vaccins supplémentaires tout de suite? C'est ça la question qui se pose, et la réponse c'est probablement non. C'est-à-dire que les doses d'AstraZeneca, peut-être qu'elles ne seront pas délivrées à d'autres pays, notamment les pays du Sud qui auraient pu en commander. Et donc la question c'est comment on fait pour produire ces doses sur le territoire national. Et là, on a tout un tas de leviers juridiques à disposition qui existent, notamment la licence d'office ou la levée de l'exclusivité des données cliniques qui nous permettrait de produire publiquement en France, par exemple de réquisitionner les usines de Sanofi et de produire publiquement les vaccins en question dans les usines de Sanofi, mais il y a d'autres usines également qui pourraient être réquisitionnées. Donc aujourd'hui, on a tous les dispositifs légaux au niveau français et européen pour répondre au non-respect du contrat par AstraZeneca par une production publique de ces doses de vaccins. Alors justement, cette idée de production en France de ces vaccins, elle est au cœur du débat, on en reparle. Et Gérald Roux nous explique justement les termes de la polémique après le fil info de 12h20. Virginie Lebrun. Une septuagénaire est morte hier dans l'effondrement de sa maison dans le Lot après l'éboulement d'une falaise provoquée par les intempéries à Saint-Martin-la-Bouval. Aujourd'hui, 18 départements restent en vigilance orange pour crues, le Pas-de-Calais, l'Aisne, l'Oise et un bon quart sud-ouest. L'alerte est levée pour le département du Nord. Alors que la Haute Autorité de Santé doit aujourd'hui donner son feu vert au vaccin suédo-britannique AstraZeneca, le 3e autorisé en France, Rémi Salomon, le président de la commission médicale d'établissement de la PHP, appelle lui à un renforcement des mesures. Les premiers résultats sur la circulation des variants en Ile-de-France ne sont pas bons, dit-il. On était aux alentours de 6% le 7 janvier, on est monté à 15-20% la semaine dernière, selon le médecin, qui préconise un reconfinement, peut-être au cas par cas, selon les territoires, et aussi la fermeture des écoles pendant 3 semaines, 1 mois. Le Sénat entame aujourd'hui la discussion du projet de loi bioéthique et sa mesure phare, l'ouverture de la procréation médicalement assistée aux couples de femmes et aux femmes seules. Et les sénateurs comptent assortir de restrictions ce nouveau droit. Ils disent oui à une ouverture de la PMA, mais pas de prise en charge par la sécurité sociale pour ces nouveaux bénéficiaires. Ils plaident pour une réforme constitutionnelle et des mesures fermes sur l'immigration et la radicalisation. Les députés LR ont dévoilé ce matin leur contre-projet pour éradiquer l'islamisme radical, un document d'une 30aine de pages qui propose des solutions concrètes pour combattre le communautarisme qui gangrène des quartiers entiers. C'est en tout cas les mots employés par le président des députés LR, Damien Abad, tout à l'heure en présentant
présentant ce texte. Et les cycles Mercier vont de nouveau être produits en France. Une nouvelle usine doit ouvrir dans les Ardennes cette année avec 270 emplois à la clé. France Info. Et on continue d'évoquer ces nouveaux vaccins AstraZeneca qui va arriver sans doute dans quelques semaines en France. Homologation probablement cet après-midi. C'est bien que les pharmaciens soient associés, nous disait il y a un instant le président de l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine, Gilles Bonnefond. Mais y aura-t-il suffisamment de doses? Il faut faire plus, disait hier Emmanuel Macron à l'Union européenne. Il faut même acheter des licences de Pfizer et Moderna pour fabriquer sur le territoire national, disait sur France Info le professeur Philippe Juvin, chef des urgences à l'hôpital Pompidou à Paris et également membre du Parti Les Républicains. Bonjour Gérald Roux. Bonjour à tous. C'est possible ça, acheter les licences et fabriquer ici ? Alors c'est possible en théorie, mais dans la pratique c'est une autre affaire et je vais vous expliquer pourquoi. Il faut savoir que quand un laboratoire pharmaceutique met au point une molécule, il dépose un brevet qui dure entre 20 et 25 ans. Pendant cette période, le labo tire un maximum de bénéfices de sa découverte. Il vend son produit aussi cher qu'il le pourra. Il peut aussi vendre ses licences, ce qu'on appelle des licences volontaires, à d'autres sociétés qui vont fabriquer tout ou partie du vaccin du labo. AstraZeneca a fait un deal de ce type avec des fabricants indiens pour son vaccin contre le coronavirus. Et c'est de cela dont parle Philippe Juvin ? Alors non, c'est autre chose qui se joue au niveau des États et qu'on appelle la licence obligatoire. Là, ça se passe avec l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Depuis 1994, il existe une exception au régime de propriété intellectuelle qui protège mondialement les médicaments pendant 20 à 25 ans, comme je le disais. Alors avec cette licence obligatoire, un pays a théoriquement le droit, pour des raisons de santé publique, de demander à l'OMC d'obtenir une licence pour produire une molécule détenue par un labo. Si c'est accepté, le laboratoire sera rémunéré par le pays demandeur. Et est-ce que c'est accepté en général ? Alors pas souvent et pour plusieurs raisons. D'abord, les labos n'aiment pas du tout cette procédure. S'ils sont forcés par un pays, ils peuvent prendre des mesures de rétorsion sur de futurs médicaments qu'ils pourraient ne pas livrer à ce pays. Il y a eu un bras de fer comme ça dans le cadre de traitements contre le sida au Brésil et en Thaïlande. C'était dans les années 2000 avec les laboratoires Merck. Après, les pays, les grands pays devrais-je dire, demandent très peu à faire jouer cette licence obligatoire car en fait, ils protègent eux-mêmes leurs propres labos. La France avec Sanofi, par exemple. Puis aux États-Unis, il existe aussi ce qu'on appelle le 301 spécial. C'est un article qui permet à Washington de prendre des mesures de rétorsion si les intérêts d'une firme américaine sont menacés dans un autre pays. Alors, en décembre dernier, l'OMC a refusé une demande de plusieurs pays en développement de dispenser le vaccin de brevet, et ce sont les pays riches qui ont refusé. Gérald Roux de la cellule du vrai du faux, merci beaucoup. La diplomatie compliquée du vaccin. De ce que dit Gérald Roux, Pauline Landex, on se demande si on a raison de poser la question en termes de fabrication du vaccin ici, ou si c'est la logique nationale ou plutôt la logique internationale qu'il faudrait privilégier. L'OMS, a priori. Alors, il y a les deux, et le journaliste Gérald Roux a très très bien résumé la situation. Peut-être une précision. En fait, la demande de licence obligatoire ou licence d'office se fait au niveau national. Donc aujourd'hui, le ministère de la Santé, Olivier Véran, peut concrètement consulter Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, et décider de faire une licence obligatoire ou une licence d'office, ce qui permettrait à des producteurs, d'autres producteurs de produire les vaccins. Il faudrait accompagner cette mesure d'une levée de l'exclusivité des données cliniques au niveau européen pour avoir accès en détail aux essais cliniques, ce qui permettra au vaccin générique d'être comparé à l'original et donc à être enregistré. Mais tout ça est possible en fait. Bien sûr qu'il y a des rétorsions économiques et une pression des laboratoires pharmaceutiques pour que les pays n'utilisent pas ce droit, mais il faut quand même rappeler que la licence d'office, licence obligatoire sont des flexibilités de l'accord de l'Organisation mondiale du commerce. Donc c'est pas non plus des mesures ultra radicales, c'est une sorte de contrepartie qui ont été mises en place au moment de la signature des accords de l'Organisation mondiale du commerce sur la propriété intellectuelle pour compenser d'une certaine façon les monopoles de 20 ans ou de 25 ans qui sont octroyés aux firmes pharmaceutiques. Autrement dit, qui serait adapté à une situation exceptionnelle, même si, on le voit, ces histoires de vaccins sur ce Covid, ça peut durer des années, hein, on n'a pas fini en quelques mois. Absolument, la situation est exceptionnelle. Et en fait, dans l'accord de l'OMC sur la propriété intellectuelle, il y a la licence d'office
la licence obligatoire peuvent être utilisées en cas, par exemple, de non-approvisionnement, de non-mise à disposition de quantité suffisante du produit. Donc là, on est complètement dans cette situation-là. On est également dans une question d'urgence nationale ou d'urgence internationale, et c'est également une possibilité qui justifierait le recours à cette licence. Donc on a pas mal d'arguments juridiques pour utiliser cette licence. Autrement dit, si on n'utilise pas la licence d'office ou la licence obligatoire dans une situation actuelle, on n'utilise jamais la licence d'office. Mais c'est vraiment une disposition dont on peut utiliser et qui est vraiment une mesure essentielle de santé publique. Je voudrais avoir le regard sur tout ce qu'on s'est dit de Gilles Bonnefond, le président du syndicat des pharmacies d'officine. On a l'impression qu'on n'est pas, mais il ne faut pas être naïf, sans doute même dans une forme de mobilisation générale aujourd'hui. C'est un peu chacun son jeu. Oui, on a le sentiment qu'il y a un déséquilibre. Au début, je vous rappelle quand même que les États ont financé la recherche. C'est allé très vite et il y a eu des précommandes, du financement de tous les pays pour aider les laboratoires à aller vite. Donc maintenant, on attend la contrepartie avec au moins que les laboratoires tiennent leurs engagements. Et on voit bien qu'au niveau d'un État ou au niveau de l'Europe, quand vous programmez un plan de montée en charge de la vaccination et qu'un communiqué de presse vous explique qu'il n'y aura que la moitié des doses qui vont arriver, vous ne pouvez d'abord rien organiser et vous ne faites que des mécontents. Donc on ne peut pas continuer à travailler comme ça avec juste une information qui remet tout en question. Donc il faut refaire du dialogue. Le contentieux, je pense que ce n'est pas forcément la bonne chose, en tout cas on n'en est pas là. Mais en tout cas il faut se dire les choses et dire la vérité. Si les laboratoires n'y arrivent pas pour X raisons, eh bien il faut trouver des solutions qui permettent de vacciner la population. Oui, pour arriver à l'objectif, 70% de la population d'ici l'été, encore rappelé par la Commission européenne hier. Voilà. Et c'est à la fois un enjeu de santé publique, mais un enjeu économique de la vie d'un pays. On voit bien les jeunes, les étudiants, on voit bien, je dirais tout d'un coup, l'effondrement économique de certains pays. Tout ça ne peut pas laisser juste sur l'interprétation d'un contrat. Donc je pense qu'il faut mettre autre chose comme valeur dans la négociation et je dirais dans un rapport de force qui doit être équilibré. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux, Gilles Bonnefond de l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine et Pauline Londex de l'Observatoire de la transparence dans les politiques du médicament.